Radio Judaïka Strasbourg, partenaire des 100 ans des EI. Retrouvez dès à présent Sommet, en direct de nos studios à Cussac-Fort-Médoc. Et on se retrouve toujours pour les émissions de Sommet, les conférences qui ont lieu toute l'après-midi sur le terrain de Cussac-Fort-Médoc pour les 100 ans de Radio Judaïka Strasbourg. Et on a, Dan, aujourd'hui 3 invités prestigieux sur le thème du judaïsme. Absolument. Élie Korchia, président du consistoire de France, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir avec nous sur ce terrain de camp géant des EI. On va parler judaïsme, jeunesse, implication, évidemment, du rôle des institutions avec vous. Et à vos côtés, nous avons Tali Trev Fitoussi. Bonjour. Bonjour. Spécialiste, j'ai envie de dire, dans l'implication des femmes dans l'étude. Nous allons parler de cette nouvelle génération de femmes qui s'impliquent dans l'étude de la Torah et surtout, de cette mouvance orthodoxe qui déploie aujourd'hui, voilà, ses ailes et surtout des rabbins au féminin, des rabbinites. On allons les appeler ainsi, vous nous en parlerez. Et à vos côtés également, Judith, directrice du centre Edmond Fleck, centre communautaire. Judith Darmon, centre Edmond Fleck pour les jeunes de la communauté et les étudiants. Vous allez tout nous expliquer sur la jeunesse, le judaïsme et le centre Edmond Fleck. Presque tout. Presque tout. Bonjour. Alors on peut commencer, on va être très impoli, on va commencer par Élie Korchia. Vous êtes président du consistoire central depuis un an, un peu plus d'un an. 1 an et demi, oui. Voilà, et vous aviez engagé votre mandat sous le thème de l'antisémitisme, il me semble, si on dit pas trop de sottises. C'était un des thèmes, mais c'était pas le thème, le seul thème. J'avais axé mon mandat et mon élection sur 12 thématiques. Et il y avait notamment dans ces thématiques l'implication de la jeunesse dans la communauté et aussi d'ailleurs la représentativité des femmes dans nos communautés consistoriales. Donc c'était 2 thèmes parmi les 12. Il y a évidemment la lutte contre l'antisémitisme, mais puisqu'on est là aujourd'hui dans cette grande journée des EI, c'était l'implication de la jeunesse est un thème qui me tient à cœur. On va pouvoir travailler ensemble et discuter ensemble des 2 thèmes, la jeunesse, puisqu'on est ici à Cussac-Fort-Médoc. 8000 personnes sont attendues, je le rappelle aujourd'hui, sur ce terrain de camp près de Bordeaux pour fêter l'anniversaire des 100 ans des EI. On parlera aussi du nouveau judaïsme, du judaïsme orthodoxe, qui est un judaïsme montant aujourd'hui dans la communauté, qui prend toute sa part et toute sa présence, avec une présence plus forte des femmes. Alors sur la jeunesse, puisqu'on est ici sur le terrain du 100e des EI, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous êtes arrivé depuis quelques temps là de voir ces jeunes, ces moins jeunes, on avait tout à l'heure la doyenne des EI qui a 91 ans, qui a une pêche incroyable, dont les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants sont encore aux EI. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant que président du consistoire, de voir ce mouvement de jeunesse, l'importance qu'il a pris au niveau de la communauté aujourd'hui, et puis d'être ici, tout simplement? Qu'est-ce que vous ressentez? Je suis très heureux. D'abord, c'est la joie aujourd'hui d'être là. Il y a beaucoup de mouvements de jeunesse qui font un travail important les uns et les autres, mais aujourd'hui, en étant là avec les EI, on voit l'histoire de la communauté juive française au cours de ces 100 dernières années. Quand on est président du consistoire de France, on a cette chance de pouvoir avoir une vision sur les 215 ans de la communauté juive depuis la création du consistoire en 1808. Et donc quand on s'intéresse à l'histoire de la communauté comme je le fais, évidemment que les EI ont un parcours incroyable de par leur création, par Robert Gamzon en 1923, de par la période de la Seconde Guerre mondiale. C'est un des sujets sur lesquels je suis très actif aussi au quotidien. Ça fait partie de ma mission en tant que président du consistoire. Il n'y a pas une semaine sans que j'ai au moins un événement autour de la mémoire, de la transmission de la mémoire et notamment de la Shoah. Donc évidemment, quand on sait l'œuvre des EI pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose que toutes celles et ceux qui nous écoutent soit le savent, mais en tout cas ceux qui ne le savent pas doivent se documenter parce que c'est une action qui a été fondamentale pendant la Seconde Guerre mondiale de résistance. La résistance juive, on n'en parle pas suffisamment, mais elle a été active, notamment par les EI. Et puis ensuite, au cours de ces dernières décennies, c'est cette permanence de l'éducation informelle qui a été réussie par les EI. Moi, je suis bien placé pour en parler puisque ma fille a été cadre des EI, jeune cadre des EI, et elle a passé tout ce Shabbat ici. Et j'ai vu ce que c'est qu'un engagement d'un enfant à l'âge de 7-8 ans quand il démarre aux EI, jusqu'à l'âge de, pour ma fille en tout cas 23-24 ans, jusqu'à la fin de ses études de médecine, elle a été engagée année après année. Et ce qui est beau, c'est cette transmission des enfants vis-à-vis des autres enfants. C'est-à-dire que on n'a pas la direction des, entre guillemets, adultes
Ceux qui savent, c'est les enfants qui construisent leur apprentissage. Et c'est ça la force de l'éducation informelle qui est portée par les EI. Et c'est ça qui en fait, je crois, un mouvement des enfants par les enfants, des jeunes par les jeunes, qui ne ressemble à aucun autre mouvement de jeunesse dans le monde. Et si je vais dire un dernier petit mot, parce que je veux que mes amis puissent dire ce qu'elles ont à dire, mais quand on est dans une période aujourd'hui de clivage dans nos sociétés, dans la communauté juive mondiale, on voit ce qui s'est passé en Israël ces dernières semaines pour des raisons différentes, mais on est dans des sociétés clivantes. Quand je suis ici et que je vois qu'on voit tous ces milliers d'enfants qui sont là, quel que soit leur degré de pratique religieuse, personne ne juge l'autre. C'est ça la force aussi des EI, et c'est ça aussi la force du judaïsme français que j'ai plaisir en tout cas à incarner en tant que président du Consistoire de France. Je veux voir cette jeunesse qui est là dans l'unité. Et je crois que tant qu'on reste dans l'unité, la communauté juive de France n'a pas de souci à se faire. Pour vous résumer, les EI font la synthèse du judaïsme français, quelque sorte. Une part de la synthèse du judaïsme français passe par ce magnifique mouvement de jeunesse. Alors il y a une autre part du judaïsme français, mon cher Dan, oui, c'est le mouvement juif orthodoxe qui émerge avec une... Le mouvement juif orthodoxe féminin ou au féminin, et avec nous pour en parler, Judith Tali Trèves-Fitoussi, vous représentez, vous militez pour l'étude des femmes. Est-ce qu'on pourrait parler d'une révolution? Alors on parle peu de révolution, non, parce que c'est un terme un peu militant qu'on essaye de, on va dire, d'adoucir. Non, on va parler de renouveau. Les femmes ont toujours étudié. Les femmes ont toujours étudié, on va dire à différents niveaux. Je veux juste rectifier. Donc moi, je suis présidente de l'association Ayeka et j'ai cofondé Kollel, qui est un cercle d'études féminin. Très actif sur les réseaux avec un Instagram, des newsletters et une série de cours très importants. Exactement. Et Ayeka, l'association Ayeka est une association moderne. Vous venez d'ailleurs d'ordonner une nouvelle femme rabbin récemment. Oui, tout à fait. En fait, un couple de rabbins, et l'idée c'était effectivement d'employer dans une synagogue un couple qui tous deux avaient un diplôme, tous deux sont rabbins. Pour permettre d'avoir le meilleur leadership possible et de créer la parité. Donc, je suis très jeune et je suis une des minoritaires femmes présidentes de communauté, et c'est un job assez difficile. Et toute l'idée de ce mouvement, c'est d'aider les femmes à travers les textes juifs, à travers la halakha, à s'approprier leur religion, à s'approprier leur tradition, et de les pousser derrière à prendre des places dans le paysage du judaïsme français. Alors, qu'est-ce qui vous a justement poussé? Vous le disiez, vous êtes très jeune, vous êtes entrepreneur également, vous êtes très présente sur la communauté digitale, dans la tech, vous êtes représentant d'une nouvelle émergence, d'une nouvelle manière peut-être de fonctionner ou d'imprégner son judaïsme. Comment est-ce que votre positionnement a été accueilli par les institutions traditionnelles? Alors pour le moment, on va dire en off, très bien. On se rejoint en fait sur une idée qu'on partage tous, c'est l'importance du limoud. Qu'il soit pour les femmes ou qu'il soit pour les hommes, l'importance du limoud pour s'approprier les textes, pour comprendre notre tradition, pour aller de l'avant et construire. Et là, on est au 100e des EI, et je pense que le mot construire résonne énormément. Et je vais rebondir aussi sur le mot unité dont a parlé Monsieur le président du consistoire de Paris, de France, pas de lapsus. Non, nous aurions pas. Ces deux mots, ce mot-là de pédagogie, d'éducation, de retour à l'étude, de limoud, et ce mot d'unité résonne fort en fait aux EI, où on est tous là et on se retrouve autour de quelque chose. Et je pense que là on se retrouve. Moi j'ai parlé un peu quand on m'a dit qu'on allait parler de jeunesse. J'ai été là tout le Shabbat. J'ai été voir des pifs et des pifettes. J'ai été voir des jeunes anciens, ce qu'on appelle des jeunes anciens, pour leur poser la question. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce que doit devenir le judaïsme de demain? Comment est-ce que vous aimeriez qu'il change? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous apporte? Et ce mot-là d'unité est revenu assez souvent, et il était souvent couplé avec le mot d'engagement et le mot de bâtir. Et je pense que c'est ça en fait. L'idée, c'est que quand on a une idée, il faut la bâtir, et les EI nous ont beaucoup aidé là-dedans. Et l'unité, pour moi, ça passe énormément par le limoud et l'étude, et notamment pour les femmes qui souvent sont plutôt exclues de ces cercles d'études. Merci beaucoup. Alors, on est en direct. Alors, voilà, les choses se passent comme elles se passent. C'est le grand rabbin de France, Raïm Corsia, vient de rejoindre le plateau de Radio Judaïka. Ouais, c'est dur pour vous, hein, entre Corsia et Corsia, vous allez devoir naviguer. On va voir s'il arrive. Il se débrouille très bien, ils sont très bien briefés. Quand vous entraînez, d'habitude, c'est les chaussettes de l'archiduchesse
sont-elles sèches ou archi-sèches? C'est bien, Et chez nous, c'était est-ce que c'est Eli Corsia ou Chaim Corsia ou un mix des deux? Sachez que de toute manière, lui et moi, c'est la même chose. Voilà. Voilà. Alors, Chaim Corsia, merci beaucoup déjà de rejoindre le studio de Judaïka. On va le remercier parce qu'il est là sur une période très courte. On voulait absolument l'avoir. Il est venu chez nous. Alors, Dan, Moi, je voulais savoir où vous étiez pour Shabbat, parce qu'on vous a attendu hier. C'est d'ailleurs assez récurrent avec les EI. Ils pensent qu'on a pensé comme eux, et comme ils précisent pas les choses, parce qu'il y a toujours une forme de, comment je dirais, d'adaptation du moment dans la conduite des opérations. Il y a beaucoup d'improvisation, d'initiative. Non, ça c'est pas les EI, ça, voyons. Non, c'était les EI à l'époque. En tout cas, moi, de toute manière, je m'arrange toujours pour être avec, aux côtés, auprès des EI. Et vous êtes là. Je suis là. Et soit vous êtes de la famille de ma belle-mère qui m'engueule avant même que je fasse quoi que ce soit, soit ce que vous vouliez me dire, c'était nous sommes très heureux de vous voir avec nous ici. Mais si c'était ce que vous vouliez dire avec les mots que ma belle-mère aurait pu employer, je les ai parfaitement compris. Je vous ai compris. Alors, Chaim Corsia, on est sur le terrain de Cussac-Fort-Médoc, le 100e des EI. 8000 personnes vont être réunies aujourd'hui ici. Des jeunes, des moins jeunes. On l'a dit tout à l'heure, on a eu la doyenne des EI, 91 ans, dont les enfants, les petits-enfants, enfin toute la lignée continue aux EI. Qu'est-ce que ça vous a fait de venir sur le terrain de Caen, de voir d'abord cette foule, parce qu'il y a énormément de monde, cette organisation des EI qui est une organisation très scout, et puis toute cette jeunesse finalement qui s'implique, qui s'investit, qui s'engage à un moment où l'engagement chez les jeunes n'est pas forcément quelque chose d'évident. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Vous êtes content de voir ça? D'abord, c'est formidable de voir ce mélange des générations. Avec, d'une certaine manière, le même rêve réinventé, réenchanté, génération après génération. Moi, je vois dans ma petite vie modeste, je suis jamais été aux EI, mais je remercierai jamais assez les EI d'avoir donné le judaïsme qu'elle a pu connaître à ma femme, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont loin des communautés, et s'il n'y a pas les camps des EI pour donner ce que vous avez appelé à un moment le minimum commun, mais en réalité beaucoup déjà, ce serait une grande perte pour la communauté. Et puis, moi, j'ai travaillé avec le grand Mancitruc, qui était mon prédécesseur, et qui lui a toujours revendiqué son héritage des éclaireurs. En gros, cette capacité de vivre une vie fun avec des valeurs profondément juives. On oublie que le fun, la jubilation de la vie, elle est profondément juive. Et je vous dis ça quelques jours après le Tisha B'Av, le 9 Av, où on dit le 9 Av, juste quelques jours après, c'est Tou B'Av, le jour où les gens se rencontraient pour faire naître le futur. Moi, je trouve que ici il y a une sorte d'augure du futur qui est porté par la joie, le bonheur de se retrouver et l'engagement. Alors, vous disiez tout à l'heure, vous avez parlé du minimum commun. Le minimum commun, c'est un socle commun, finalement, on va dire une moyenne, entre guillemets, au niveau du judaïsme, pour que chacun s'y retrouve, les moins religieux comme les plus religieux. On a une évolution du judaïsme en France, comme d'ailleurs dans beaucoup de communautés à travers le monde. On a ici des représentants du judaïsme orthodoxe, des femmes rabbins. Il y a une évolution sur le judaïsme. Comment vous appréhendez tout ça? C'est compliqué de suivre tous ces mouvements qui émergent. Ça s'intègre bien. Chacun vit de son côté, on essaye de faire des ponts, comment ça se passe? Le consistoire, c'est la maison de tous. En fait, partout dans le monde, les gens inventent des nouveaux mots pour définir un judaïsme fidèle à la halakha, ça s'appelle orthodoxe, et ouvert sur la modernité. Nous, en France, on a la chance que ça s'appelle le consistoire. Et avec le président Eli Korshia, on fait en sorte que chacun et chacune soit accueilli dans la synagogue. Et notre exemple, c'est la tente d'Avraham. La tente d'Avraham était encore mieux que votre tente sous laquelle vous nous accueillez. Oh. Oui. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que votre tente n'est ouverte que de deux côtés. Avraham avait la tente ouverte des quatre côtés. Sous-entendu, personne n'avait à changer son chemin pour arriver sous la tente d'Avraham. C'est le consistoire que nous construisons avec Maître Eli Korshia. C'est notre idée que, dans la mesure où quelqu'un vient participer à nos offices, il respecte les règles qu'on met en commun, mais personne ne va voir comment il arrive à la synagogue, personne ne va jeter l'anathème sur tel ou tel. La seule chose qu'on fait pas, c'est qu'on n'a pas de voiturier devant la synagogue le Shabbat. En dehors de ça, on accueille chacun et chacune comme il l'entend. Donc en fait, le consistoire, c'est la maison de tous. Et après, comme l'aurait dit Mao, qui n'était pas un grand fidèle du judaïsme ni des EI, je sais pas si Mao a fait les EI, mais en tout cas, il avait un uniforme un peu comme le vôtre parfois. Il a dit que sans fleurs écloses. Le judaïsme a toujours été divers, multiple, et l'intelligence du judaïsme et des dirigeants dans le judaïsme, c'est de produire de l'unité. Ça veut dire pas d'uniformité. Parce que l'unité implique la différenciation. Et grâce à Dieu, nous sommes très bien lotis de ce point de vue-là.
Merci beaucoup, Monsieur le Grand Rabbin, pour ces mots. Il est vrai que vous le disiez, ce minimum commun, finalement, le consistoire, Monsieur Korcia, vous le disiez aussi, c'est cette unité, cette rencontre incroyable de ce minimum commun qui finalement existe déjà de multiples façons. Comment est-ce que dans le futur, quel message est-ce que vous avez envie de donner et à notre jeunesse et à nos jeunes EI et à tous les mouvements de jeunesse? Comment est-ce que vous allez les stimuler, les motiver à continuer à transmettre et à participer avec la ferveur que nous en attendons? Déjà, pour répondre à cette question, on a Judith Darmon qui est à côté de nous, qui s'occupe du centre Flegg et qui peut déjà en parler. Qui s'occupe tout à fait du centre communautaire. Alors c'est un centre d'étudiants, moi j'ai regardé parce que je connaissais pas, pour être tout à fait franc, le centre. Et donc, alors Flegg, n'oubliez pas, ça s'appelle Flegg. Et nous sommes dans les 60 ans de la mort de Flegg. Flegg, c'est l'un des plus grands penseurs du judaïsme français. C'était un rêveur, c'était un poète. Et Flegg, c'est notre histoire. Vous devriez réenchanter ce personnage. Et je vais m'y employer assez rapidement. Mais laissons parler la directrice du centre Flegg. D'accord. Alors moi j'ai regardé, donc je redis, je ne sais pas, c'est un centre d'études en réalité. C'est un centre culturel pour étudiants, oui. Qui existe depuis 1966. Exactement. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver quand on pousse les portes de votre établissement? Alors, le centre Flegg, donc ça a été donné par la famille de Rothschild au consistoire pour la jeunesse. Donc depuis 60 ans, on a une tradition d'accueillir au centre des étudiants qui étaient dans le quartier latin, des universitaires, des jeunes actifs. C'est bien, vous avez un assistant merveilleux, parce qu'on voit pas, parce qu'on est en radio. Il adore venir à Flegg, il vient manger. Et le Grand Rabbin de France aide en fait Judith à déployer les étudiants et les anciens. Je viens et je vais déjeuner régulièrement parce qu'il y a un restaurant qui est plutôt sympathique, qui est un peu comme le Crous un peu. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais un peu plus amélioré, et c'est très sympa. Resto-U version cachère. Oui, et j'ai amené le recteur de Paris, j'ai amené plein de monde dans ce restaurant parce que je trouve que c'est aussi un des cœurs battants de notre consistoire. Alors on va revenir au centre Edmond Flegg, mais comme le grand rabbin doit partir, je vais lui demander le petit mot de la fin. On fête les 100 ans des EI. Qu'est-ce que vous souhaitez aux EI pour les 100 prochaines années? Je leur souhaite de trouver toujours la même ferveur, la même foi, la même capacité à se réinventer. Les grandes institutions sont capables de se réinventer en restant les mêmes. Eh ben, je vous souhaite ce qu'a souhaité le Rav Kook. Le Rav Kook, qui était le premier grand rabbin d'Israël, disait que l'ancien soit renouvelé et que le nouveau soit sanctifié. Voilà ce que je souhaite pour les EI. Ce sera les mots de la fin. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin. Ite missa est. Alors, Judith, on va reprendre sur centre Edmond Flegg. Merci beaucoup. Combien d'étudiants viennent chez vous? Alors, on accueille à peu près, c'est très mouvant parce que ça dépend du calendrier universitaire, mais ça peut aller de 50 à 150 par jour parce qu'on a une vie de 7h du matin, pratiquement, de 7h30 à 22h30. Les étudiants de la journée laissent la place le soir à des jeunes actifs pour venir à des activités. Nos missions, c'est quoi? C'est accompagner les étudiants et les jeunes actifs dans leur vie, dans le démarrage de leur vie universitaire et professionnelle, de leur donner l'occasion de rester toujours connectés à leur identité juive, de la découvrir pour certains, pour d'autres de l'approfondir et de pouvoir se construire tout au long, voilà, jusqu'à pouvoir à leur tour transmettre et pérenniser la tradition dans un esprit d'ouverture, bien entendu. On a compris que c'était la tendance. On a bien compris qu'il y a eu l'ouverture et que le déjeuner, enfin, en tout cas, le restaurant était aussi de grande qualité. Nous y retournerons. Merci beaucoup, Judith, pour toutes ces explications. Monsieur Korcia, je crois qu'il y a encore quelques mots avant de nous quitter. 6 mots que je voulais vous dire avant de conclure et qui me paraît important de dire aujourd'hui, c'est que après mon élection, j'avais voulu, avec l'accord du Grand Rabbin de France, qu'on professionnalise le système, notamment par rapport à l'aumônerie des étudiants. C'est qu'on est très absent lorsque nos jeunes de nos communautés se retrouvent dans des facs et on a toujours été relativement absent au niveau du consistoire, en tout cas à mon sens trop absent. Et donc nous avons maintenant mis en place un aumônier national des étudiants qui s'appelle Michael Lévy, qui a à la fois un bagage en Torah mais qui a aussi fait une grande école, qui est ingénieur de formation. Et nous avons mis en place ce système qui nous permet, notamment par rapport aux examens, pendant le Shabbat, pendant les fêtes, et on sait que c'est une problématique importante au niveau de nos écoles, grandes écoles et universités. On a mis un système qui permet d'être à l'écoute de tous les étudiants, donc je le dis à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui peuvent avoir une difficulté. Très important, il y a eu des difficultés à Strasbourg l'année dernière. Mais on en a un certain nombre et on les gère. Alors c'était déjà, on avait déjà des actions là-dessus, mais maintenant on professionnalise ce système avec quelqu'un qui vraiment se consacre à cela. Et en même temps, ce que nous allons développer aussi, grâce à ça et grâce à des référents dans les différentes facs tout en France, je voudrais aussi qu'on puisse avoir des colloques, des Shabbatot, des conférences qui soient organisées dans nos différentes universités, avec l'aide des mouvements déjà de jeunesse, des mouvements étudiants,
notamment l'UEJF ou Alliance, Des que j'ai reçu, consistoires locaux aussi. évidemment, et des consistoires dont certains font déjà des actions dans leurs différentes régions. Mais ce travail de l'aumônerie des étudiants me paraissait très important pour dire quelques mots à ce sujet. Est-ce qu'on peut prendre contact avec Mickaël par le biais du consistoire central? Bien sûr, évidemment. C'est par le biais du consistoire de France. On va mettre en place toutes les actions de communication. Bien sûr, l'aumônerie nationale des étudiants est en place déjà avec Mickaël Lévy. Alors, merci pour ces informations. Ouais, il va falloir conclure parce que nos invités partent sur Sommet et on les attend avec impatience là-bas. En tous les cas, on souhaitait vous remercier tous les trois, les quatre virtuellement pour le moment puisque l'un est parti. Mais c'était un rafraîchissement en direct. Merci à tous les trois en tous les cas. Bonne conférence. Merci à vous. Merci à vous. Ben, on se retrouve à Sommet. À Sommet, exactement. Merci. Et sur radiojudaïcastrasbourg.fr, évidemment. À bientôt. Après-midi. À bientôt. Et 100 ans des EI, ça se fête. On continue avec la suite de nos prochains invités. Merci Patrick. Radio Judaïka Strasbourg vous a présenté une émission spéciale 100 ans des EI, à retrouver en podcast sur notre site radiojudaïcastrasbourg.fr.